Sans aucun manuel, nous avons réussi à reconstruire ce moteur Ferrari et dans la dernière vidéo, nous l'avons fait démarrer. Mais aujourd'hui, nous allons voir si la boîte de vitesse que nous avons tenté de reconstruire fonctionne réellement. Ferrari, Ferrari, Ferrari! Et avec un peu de chance, nous pourrons faire rouler cet engin. Mais ce sera loin d'être aussi facile. Car j'ai découvert aujourd'hui que la Ferrari avait de sérieux problèmes. Oh! Et je ne suis pas sûr que nous puissions y remédier. Ça provient de la boîte de vitesse. Oh non! Je pense que le premier objectif est de faire rouler cette voiture à température, pour qu'on sache qu'elle roule vraiment à température. Et on ne peut pas le faire sans liquide de refroidissement. Tous ces conduits de liquide de refroidissement ne sont pas raccordés. Nous allons donc commencer par ça, et on continuera à partir de là. Et on essaiera la boîte de vitesse. Dans la plupart des supercars, les choses ne sont pas toujours simples. Le moteur étant situé à l'arrière et les radiateurs à l'avant de la voiture, le liquide de refroidissement doit parcourir une très longue distance entre le radiateur et le moteur. Tout d'abord, nous nous assurons que tous les tuyaux du liquide de refroidissement sont connectés. On passe ensuite à la partie la plus délicate, à savoir le remplissage. Toutes les conduites de liquide de refroidissement sont en place. Nous avons maintenant le réservoir de liquide de refroidissement. L'ensemble repose sur une grande armature. Nous n'allons pas encore l'installer, parce que nous devons faire la boîte de vitesse plus tard. Il y a une grosse conduite ici en bas. Il y a ensuite deux autres conduites de liquide de refroidissement jusqu'au sommet du réservoir. Au lieu d'installer la barre, juste pour la faire monter en température, on veut éviter d'en rajouter parce que si quelque chose ne va pas, on devra tout enlever. Ouais. Boum! C'est là que les choses se compliquent. On ne peut pas simplement verser du nouveau liquide de refroidissement. Il faut le remplir sous vide. Je dois placer ce dispositif dans le réservoir de liquide de refroidissement, puis brancher la conduite d'air pour souffler de l'air à travers ce dispositif de remplissage sous vide. Et avec l'air soufflant à travers lui, il va alors créer un vide dans l'ensemble du système de refroidissement. J'espère que cela a du sens. Cela devrait permettre de faire le vide. S'il n'y a pas de fuite dans le système, il devrait tenir le vide. Attendons. Excellente nouvelle. Il a fait le vide. Regardez, il tient exactement le même endroit. Cela signifie que nous ne devrions pas avoir de fuite. Mais je l'ai déjà dit. Maintenant, je vais utiliser l'aspirateur pour remplir le liquide à l'aide d'un aspirateur. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. À l'heure actuelle, il ne devrait donc plus y avoir d'air dans le système de refroidissement, car nous l'avons entièrement aspiré. Et nous savons qu'il n'y a pas de fuite dans le système parce que le vide est maintenu. Ensuite, je connecte cette partie à la pompe vide et je place le tuyau dans une bouteille de liquide de refroidissement. En utilisant le vide que nous avons tiré, il va maintenant aspirer tout le liquide de refroidissement de la bouteille de liquide de refroidissement et le mettre dans la Ferrari. En tirant le vide, cela devrait nous permettre d'avoir des poches d'air dans le système. Ok, la voiture fonctionnera-t-elle à une température ou fumera-t-elle comme une traînée de poudre parce que le joint de culasse est défectueux ou quelque chose du genre ? Pourquoi ça déclenche sa propre alarme au démarrage? Le liquide de refroidissement avait besoin d'un petit complément avant que nous essayions à nouveau de le faire monter en température. Ok, on y va. Côté positif, la Ferrari démarre et fonctionne pour la première fois. C'est très bruyant! C'est super fort! Le problème, c'est que c'est très bruyant sans échappement. C'est super bruyant! Et si nous devions faire fonctionner cette voiture à température, nous allions devoir supporter ce bruit pendant longtemps. Mais ce n'était pas notre problème pour l'instant. C'est un drôle de bruit. Ouais, ça manque juste un peu... Ou c'est sûr... Ouais, il y a quelques cylindres qui ne fonctionnent pas. La Ferrari a donc commencé à avoir des ratés. Nous devons donc déterminer exactement ce qui se passe. Dans la dernière vidéo, nous avons acheté le port OBD et... nous l'avons vu à l'arrière. Nous pensions qu'il s'agissait de l'OBD, mais ce n'est pas le cas. Scott Ratarossa dit qu'il devrait y avoir un port OBD quelque part en dessous. Et il a raison. Nous pourrons peut-être le brancher et voir ce que dit la voiture. Mais elle a décidé de ne fonctionner que sur 5 cylindres pour l'instant. Allez, branchons-le. Après avoir branché le lecteur de code, il affichait de nombreux défauts. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur le moteur. Alors, au lieu de faire n'importe quoi, j'ai pris la décision de commencer à remonter le reste du moteur. Il y a beaucoup de capteurs et de câbles sur cette voiture, et le fait de laisser un seul élément débranché pourrait la faire fonctionner comme elle le faisait auparavant. Je tiens donc à m'assurer que j'ai tout couvert avant de tirer des conclusions hâtives.
car nous devrons faire fonctionner la voiture correctement avant de la faire monter en température. Je m'apprête également à raccorder les arbres de transmission, car nous allons vérifier si la boîte de vitesse que nous avons reconstruite est au point mort comme elle devrait l'être. Mais les téléspectateurs les plus attentifs auraient vu, lorsque nous l'avons démarré plus tôt, que la boîte de vitesse tournait alors qu'elle devrait être au point mort, ce qui n'est pas la meilleure des nouvelles. Mais je suppose que nous le découvrirons lorsque nous redémarrerons la voiture. Ah, cela devrait nous sauver les oreilles et nous permettre de faire chauffer la voiture sans être assourdis. À l'intérieur se trouve un système d'échappement Capristo assorti au collecteur Capristo, avec un collecteur 4.1 et des catalyseurs sportifs, comme nous l'avons vu. J'espère seulement que nous avons tout ce qu'il faut pour installer ce nouveau système d'échappement. Donc, cela devrait paraître absolument irréel et ne pas nous assourdir. C'est une bonne chose. Un grand merci à Scuderia Parts pour l'envoi de ce produit qui nous a énormément aidé tout au long de cette construction. Maintenant, ils vont nous aider à ne pas être sourds. Ce système d'échappement est superbe. Espérons simplement que le son sera extraordinaire. Aujourd'hui, Scuderia Parts est le distributeur exclusif de Capristo et Novitec au Royaume-Uni. Si vous avez envie d'en acheter un, consultez le lien dans la description pour obtenir des offres intéressantes. Pour l'instant, je dois adapter le Capristo à ma Ferrari. Ces échappements doivent être montés en premier, en les connectant à chaque collecteur, puis à la boîte arrière. Et ce système s'adapte à la voiture comme aucun autre système d'échappement que j'ai jamais monté. Les embouts d'échappement et les tuyaux qui y sont raccordés montent et descendent jusqu'à la boîte arrière, qui est maintenue par la voiture par l'arceau de sécurité arrière. C'est vraiment étrange, mais je suppose que cela fonctionne et que la Ferrari se met bien en place maintenant. Nous allons maintenant connecter les sondes lambda. Oui, ce ne sont pas tout à fait des sondes lambda, mais ces sondes O2 pourraient être à l'origine du mauvais fonctionnement de la voiture au ralenti. Cette voiture est équipée de 4 capteurs O2, un avant chaque convertisseur catalytique et un après chaque convertisseur catalytique. Et si la voiture n'obtient pas de lecture de leur part, cela entraînera probablement un fonctionnement irrégulier. Pour l'instant, nous allons donc mettre ceci en place pour maintenir le réservoir de liquide de refroidissement. Car cette voiture est comme un puzzle, une chose tient une autre chose et une autre chose tient une autre chose. Dans l'intérieur se trouvent les filtres à air. Oh, il y a une chose à laquelle j'ai pensé avant de commencer. J'ai raccordé les arbres de transmission à la boîte de vitesse que nous avons reconstruite et s'il est effectivement bloqué en vitesse, je devrais probablement le soulever sur la rampe avant de le démarrer, n'est-ce pas? Au cas où il sauterait. Nous y voilà. Si les roues tournent, ce n'est pas bon. Et voilà. Check, ok. Je pense que cette voiture est plutôt pas mal et si vous regardez le kilométrage, ça n'indique que 51 500 km. Le kilométrage est donc assez faible et tant que la boîte de vitesse fonctionne, il s'agit d'une authentique Ferrari F430 à boîte de vitesse manuelle. Elle devrait donc conserver sa valeur et je peux étayer tout cela par un contrôle de quart vertical. Commençons. Nous y reviendrons. Lorsque j'effectue un contrôle quart vertical de la Ferrari F430, tout revient à la normale. L'état général est vraiment bien. L'échappement sonne bien. Je peux le dire car toutes les coches vertes en haut indiquent qu'elle n'a pas été volée, qu'il n'y a pas eu de fraude au kilométrage, qu'il n'y a pas de financement en cours et qu'elle n'a jamais été enregistrée comme ayant été victime d'un accident. Malheureusement, la boîte de vitesse n'a pas l'air aussi bonne que le contrôle quart vertical de la voiture. Les roues tournent alors qu'elles ne le devraient pas. Mon père vient de me dire de mettre le pied sur le frein et que si la voiture est en marche, le moteur finira par caler. Voyons ce que ça donne. Et c'était très bien. La boîte de vitesse était au point mort. Il doit donc s'agir d'un léger frottement de la boîte de vitesse qui fait tourner les roues. Revenons au contrôle quart vertical des voitures. Je peux consulter la chronologie complète de la F430, y compris la date à laquelle les plaques d'immatriculation ont été changées et la date à laquelle elle a passé ou échoué à une inspection. L'avantage de quart vertical, c'est que ça vous montrera également des photos d'une voiture si elle a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, comme ce que vous pouvez voir sur l'écran actuellement. Écoutez ça!
Pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou celle que vous êtes sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction sur votre achat. Laissons-la se réchauffer. C'est pas mal pour un V8. Ouais, ça ressemble pas à un V8, non? Ça a un son particulier. Orchestre italien. Elle n'aime pas beaucoup tourner au ralenti, n'est-ce pas? Ça vient des tuyaux d'aspiration? Ouais, les tuyaux d'aspiration vont au ralenti. Le son de l'échappement a un son de dingue pour un moteur V8. On dirait que c'est un V12. Wham! Wham! Très belle voix. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? c'est dingue. Ouais, il aime le Ferrari. Faites taire les haters. Faites taire les haters, c'est quoi ça? La Ferrari possède un système de dépression complexe. Et c'est ce que nous pensons être à l'origine du problème de ralenti irrégulier. Car nous n'avons rien branché. Il s'agit d'une électrovanne de marche et d'arrêt. Cette électrovanne se branche sur ce connecteur électrique et des conduits d'aspiration y sont raccordés. Nous supposons qu'il est chargé d'activer et de désactiver une sorte de dépression qui pourrait être vitale pour faire tourner la F430 au ralenti. Il y a ensuite beaucoup d'autres conduites d'aspiration qu'il faut raccorder, et celles qui se trouvent à l'arrière qu'il faut brancher. Parce que ce sont les lignes de vide que nous utilisons pour ouvrir et fermer les anciennes soupapes d'échappement, que nous n'avons plus sur les dernières lignes de vide, puis nous allons voir si nous pouvons obtenir un bon ralenti. On y va. On va voir si ça fonctionne bien. C'est beaucoup mieux. Ça semble. Oh. T'as parlé trop vite. C'est beaucoup mieux. Ça a un bien meilleur son. Le système d'aspiration semble donc avoir résolu le problème de ralenti. Nous pouvons maintenant le laisser monter en température. On est en train de monter en température. Maintenant, je n'ai plus l'accélérateur. Donc, puisqu'on a fait ça, maintenant, je mets le pied sur l'accélérateur. Et c'est comme s'il y avait un étouffement. Avant ça, je pouvais monter en révolution. Mais maintenant, c'est comme si... On a l'impression qu'il y a une sorte de restriction lorsqu'on fait tourner la voiture. Mais il s'est passé quelque chose de grave. Oh! Oh! Est-ce que c'est pour ça que je pouvais pas la faire monter en révolution parce qu'on avait trop de résistance sur la boîte de vitesse? Oh non! Il semble que la voiture ait enclenché une vitesse sans raison. Et voilà, c'est reparti. Je pense qu'il y a une fuite au niveau du couvre-culbuteur. Oh. Et pour couronner le tout, nous avons eu une petite fuite d'huile qui s'écoulait du cache-culbuteur sur le collecteur d'échappement. Il y a donc une fuite au niveau du cache-culbuteur et le moteur traîne comme nous pensons qu'il le fait au point mort. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il ne tournait pas. Il n'y a pas d'huile dans la boîte de vitesse, n'est-ce pas? Oui, on a cette lumière diff. J'ai essayé de la faire tourner et c'était vraiment difficile. Mais nous ne l'avons jamais fait depuis que les roues sont au sol. Désolé, je peux rien voir comme il y a de la fumée qui vient du couvre-culbuteur. Voici le plan. Je veux mettre la voiture en l'air. La voiture est en l'air. Maintenant, je vais la démarrer. Les roues peuvent tourner car elles sont normalement au point mort. Mais, si je mets mon pied sur le frein, puis que j'accélère et que le moteur cale, je sais que nous avons un gros problème. Je veux pas connaître la réponse. Je vais appuyer sur le frein. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si on est en vitesse. Les roues tournent. J'appuie sur le frein. Ça tourne beaucoup mieux. Bien mieux. C'est parce que... C'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser la Ferrari à enclencher la vitesse et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait maintenant? C'est vraiment ahurissant pour nous. Je ne comprends pas pourquoi il y a une montée en régime et la voiture a bougé. Regardez, rien de tout ça n'est connecté. On ne peut pas passer les vitesses. Alors pourquoi elle a avancé puis s'est arrêtée? Je vais la redémarrer et voir si ça aide.
C'est mieux. Ça sonne bien. Les roues tournent? Non. Oh! Elle monte en température. La température devient beaucoup trop élevée. Il semble donc que ce problème soit résolu. La voiture est montée en température, mais le problème est qu'elle a surchauffé. On dirait qu'il y a une poche d'air dans le système de refroidissement. Ce qui a résolu le problème sur la Porsche, c'est de la faire fonctionner avec le bouchon ouvert. Il s'agit donc de la faire fonctionner sans le bouchon et espérer qu'elle évacue l'air présent dans le système. Mais ça n'a pas fonctionné. Arrête! 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 Oh! Je pense qu'il passe autour du moteur, n'est-ce pas? Eh bien, tout est par terre maintenant. Pourquoi ça va même pas Les ventilateurs se sont même pas allumés. Je pense que rien ne s'est ouvert, non? Non. Le thermostat s'ouvre et laisse passer le liquide de refroidissement vers les radiateurs, ce qui explique pourquoi il n'y avait pas de liquide de refroidissement à l'origine. Ensuite, lorsque le liquide de refroidissement peut atteindre les radiateurs, les ventilateurs peuvent se mettre en marche et refroidir le liquide de refroidissement, ce qui évite de faire bouillir le liquide de refroidissement. On a peut-être un mauvais thermostat, on n'en a pas installé un tout neuf. Où se trouve le thermostat? Le thermostat est en bas du moteur. On pourrait le faire fonctionner sans thermostat. Oui, on pourrait l'enlever. C'est ce que j'allais dire. J'ai eu un problème de ce type avec ma MG quand j'avais 16 ans. On enlève le thermostat, on laisse couler l'eau et tu vois si c'est toujours froid. Ouais. Oh, parce que les MG avaient l'habitude de faire sauter les joints de culasse tout le temps. Et c'est probablement ce qui va se passer si on continue dans cette voie. La plupart des moteurs sont équipés d'un thermostat. Lorsque le liquide de refroidissement atteint sa température, le thermostat s'ouvre et permet au liquide de refroidissement d'atteindre les radiateurs où il est refroidi. Et le liquide de refroidissement retourne dans le moteur, le gardant bien frais. Nous pensons que le thermostat de la Ferrari est peut-être bloqué, ce qui signifie que le liquide de refroidissement ne sera jamais refroidi. Nous allons donc retirer le thermostat et faire fonctionner l'appareil sans thermostat. Comment ça fonctionne, Tony? Il a de la cire. Et lorsqu'il atteint une certaine température, la cire fond, évidemment. Et le ressort peut alors pousser. Il a l'air saisi comme ça. Oh, regardez, c'est la cire. Ah ouais, il y a des fuites. Il y a eu des fuites. Ça explique pourquoi ça fonctionne pas. La cire a donc complètement quitté le thermostat, ce qui signifie qu'il serait bloqué en position fermée. Nous allons donc remettre le boîtier du thermostat sans le thermostat. Cela signifie simplement qu'il faudra plus de temps pour faire monter la voiture en température. Pourquoi tu n'as pas simplement installé un nouveau thermostat lorsque tu as construit le moteur? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas remplacées dans le moteur, dont le thermostat, parce qu'on en avait un. On a juste pensé à l'installer, et c'est très bon marché et facile à remplacer, alors tais-toi, s'il te plaît. Tu veux bien? Il m'a dit de me taire! Le boîtier du thermostat vide est donc remis en place. C'est ce qu'ils font réellement sur les voitures de course. Je ne pense donc pas que ce soit un problème pour nous de tester si le liquide de refroidissement va effectivement aller à l'avant de la voiture maintenant. Ok. Top. Ok. On devrait être en mesure de la faire monter en température maintenant. Liam, c'est à toi d'évaluer s'il y a... Ouais, des fuites éventuelles. Ok? D'accord, je suis là pour toi. Il y a des fuites! Nous sommes donc à 80 degrés. La température normale du liquide de refroidissement est d'environ 90. Et lorsqu'elle atteint cette valeur, les ventilateurs devraient se mettre en marche pour maintenir le liquide au frais. Si ça fait ça, on a gagné. La durite inférieure du radiateur est chaude. Mais la durite supérieure du radiateur est froide. J'ai donc l'impression qu'il y a une poche d'air quelque part. C'est exactement comme dans la Porsche. C'est un cauchemar. Le liquide de refroidissement à l'arrière, les radiateurs à l'avant. Un cauchemar. Cela n'a pas fonctionné. Et nous avons tout essayé par la suite. Nous avons enlevé un tuyau du radiateur à l'avant et fait tourner le moteur pour voir si le liquide de refroidissement passait. Si on peut le faire fonctionner avec ce petit tuyau enlevé et laisser passer le liquide de refroidissement, on pourrait peut-être se débarrasser d'un blocage d'air. C'est pas sûr. Mais ce n'était pas le cas. Nous avons fait rouler la voiture sans le bouchon du liquide de refroidissement pour voir si elle évacuait les bulles d'air.
Mais cela n'a fait que créer un désordre. Nous avons ensuite essayé de soulever l'arrière de la Ferrari. Si on parvient à l'élever au maximum, tout l'air s'élèvera vers le haut, alors c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais ça n'a pas fonctionné. Nous avons ensuite vidangé tout le liquide de refroidissement et nous l'avons rempli à nouveau à l'aide d'un aspirateur, mais rien n'a fonctionné. D'accord. C'est tout simplement ne pas jouer le jeu. Nous devons y revenir car nous avons également un problème avec la boîte de vitesse. Commençons par le problème numéro 1, la boîte de vitesse. On y va. C'est le problème numéro 1, ça? Une pompe est censée être reliée à la pédale, de sorte que lorsque vous appuyez sur la pédale, elle envoie du liquide hydraulique jusqu'à la pédale. Ça libère l'embrayage. Ça a été retiré pour une raison quelconque, mais j'ai réussi à en récupérer un. Lorsque vous appuyez sur l'embrayage, le liquide doit être poussé vers le bas et vers l'embrayage. C'est la première chose à faire. Il s'agit de la pompe d'embrayage qui se connecte à la pédale. Et Dieu sait pourquoi je n'en ai pas eu sur cette Ferrari. Car il n'y a pratiquement pas de F430 manuel au Royaume-Uni. Cela se boulonne sur la cloison, comme ceci, et ensuite, je dois connecter le tuyau du réservoir de frein à la pompe d'embrayage. Ce réservoir est un réservoir de frein. Il est équipé d'un DOT 4, et l'embrayage utilise le même liquide. Le tuyau est maintenant connecté du réservoir de frein à la pompe d'embrayage. Je dois maintenant connecter cette ligne d'embrayage qui permettra au liquide d'aller de la pompe d'embrayage jusqu'à la butée. Après avoir fait cela, je vais à l'intérieur de la voiture et je connecte la pompe d'embrayage à la pédale d'embrayage. C'est un travail assez délicat et il est particulièrement difficile de le filmer. Mais maintenant, la pédale d'embrayage est reliée à la pompe. De bons progrès. Jusqu'à présent. Ainsi, lorsque vous appuyez sur l'embrayage, le liquide s'écoule dans la conduite jusqu'à ce point. Comme il s'agit d'une boîte manuelle, nous aurons besoin d'un tuyau pour pousser la butée de débrayage, ce qui n'est pas le cas pour une boîte automatique. Ce tuyau est donc comme de la poussière d'or. On ne pouvait le trouver de nulle part, on a donc dû en fabriquer un. Voici le tuyau fabriqué. On l'a déjà fait. Merci. Ici. Vous pouvez voir qu'il passe par là et qu'il pousse le palier de déclenchement. Ce qui est une bonne chose. Puis, sur cette partie, ça va de là jusque là. Encore une fois, l'air est notre pire cauchemar ce soir. Nous devons maintenant littéralement resserrer le tout, mettre du liquide DOT 4 et purger le système. Nous allons défaire ça et chasser tout l'air du système. Nous devrions alors obtenir un embrayage. Bien, Liam va pomper l'embrayage, et lorsque Liam pompe l'embrayage, il va pousser le liquide jusqu'à l'arrière. Nous devons donc veiller à ce qu'il reste bien rempli, car il y aura beaucoup d'air à l'intérieur. Continue à pomper. Très bon travail. Le réservoir de frein est maintenant rempli de liquide. Nous pouvons soulever la voiture et commencer à purger le système d'embrayage. Oh non! Ouais, stop! C'est une simple fuite, et ce tuyau ne fonctionne pas. Le tuyau est OK. Il se passe quoi alors? Oh! Ah, ça sort direct. Ça vient de la boîte de vitesse. Oh non! Il semble que le liquide s'échappe de la boîte de vitesse. C'est vraiment pas bon. Et si le problème vient du palier de déclenchement, il faut démonter la boîte de vitesse pour le résoudre. Ah, c'est bon. Mais nous avons évité une balle ici, car il semble que la fuite ne provienne que de ces connexions sur lesquelles nous pouvons mettre notre clé à molette. Elles étaient pas serrées. Oh, Dieu merci, la solution était facile. Il se pourrait qu'on soit OK. Oh, c'était pas serré. Qui a mis en place la bague de déverrouillage? Je pense que c'était ton père. Qui? Regarde les rushs. Mon père va se faire engueuler. Il est pas là, alors c'est lui qu'on va blâmer. Ouais. D'accord, regardez ça. Appuie sur le... Regardez ça, le palier de déclenchement. C'est très bien. D'accord. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est le purger. Liam pompait donc l'embrayage, ce qui poussait le liquide dans le système d'embrayage. Et pendant qu'il faisait cela, j'ouvrais le mamelon de purge pour faire sortir tout l'air, jusqu'à ce que nous puissions enfin obtenir une pédale d'embrayage à peu près décente. Nous avons une pédale d'embrayage.
La prochaine chose à faire est de sélectionner les vitesses, mais pour ce faire, voici les câbles de transmission qui, lorsque vous déplacez le levier de vitesse à l'intérieur, se déplacent de haut en bas et de gauche à droite. Le problème, c'est qu'il faut beaucoup de support sur le côté de la boîte de vitesse pour maintenir ces câbles en place, et sans eux, nous ne pouvons littéralement pas les connecter au levier de vitesse qui se trouve juste ici. Le levier de vitesse, qui permet de passer les vitesses, va de haut en bas, de gauche à droite, d'avant en arrière. Et on ne peut rien faire sans ces pièces. Et ces pièces sont si difficiles à trouver que, en fait, nous les avons commandées, mais il faudra attendre au moins 1 mois avant qu'elles n'arrivent, ce qui est très ennuyeux. Donc, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est le mettre manuellement dans une vitesse aléatoire. Je ne sais pas quelle vitesse nous allons prendre. Nous allons simplement faire glisser le levier de vitesse vers l'avant ou vers l'arrière et essayer d'enclencher une vitesse. Si la vitesse est enclenchée, nous pouvons vérifier si l'embrayage fonctionne en appuyant sur la pédale d'embrayage. Et si l'embrayage s'éteint et que les roues ne tournent pas, nous savons que l'embrayage fonctionne. Et si nous soulevons l'embrayage et que les roues commencent à tourner, nous savons que la vitesse est enclenchée. C'est donc ce que nous allons viser. J'essaye donc de passer à la vitesse supérieure. Et ça va pas se bloquer? Non, pas s'il y a rien sur la rampe, non. D'accord. Je la fais descendre un peu. Nous y voilà. Je pense qu'on est en vitesse, là. Je pense qu'on est sur une vitesse. Je sais pas quelle vitesse, il pourrait s'agir de la marche arrière. C'est à ce moment-là que nous découvrons si notre boîte de vitesse a encore un peu d'espoir. On va voir si nous l'avons reconstruite correctement. Si je démarre maintenant avec le pied sur l'embrayage, les roues ne devraient pas tourner. Très bien. Pied sur le frein également. Les roues ne tournent pas. J'enlève l'embrayage. Les roues tournent. Je suis en marche arrière. Marche arrière! Et l'autre côté? Ouais? Ouais! T'es en marche arrière! Ouais! Ouais, je pourrais au moins sortir un petit peu en voiture. Et revenir en marche arrière! Ok, on est en marche arrière. T'as construit une boîte de vitesse! J'ai construit une boîte de vitesse en marche arrière? Eh bien, ouais! Ouais! La boîte de vitesse fonctionne! Oui! On essaye notre vitesse? On peut essayer. Essayons notre vitesse. Essayons. Ouais, très bien. Oh! On y est. T'es en vitesse? On a passé une vitesse. C'est la marche arrière? J'ai passé une vitesse. Non, c'est pas la marche arrière, je suis allé de l'autre côté. Ah ouais, ça semble différent. Y a du mouvement? Non, tout va bien. Et les roues tournent vers l'avant! Regardez leur vitesse! Oh, j'y crois pas! Ouais, va jusqu'au bout! Espérons que tu vas pas caler. Ça marche! Ça fonctionne, regardez, le pied sur l'embrayage. Regardez la vitesse. Je bourdonne! 100 km à l'heure. C'est incroyable. 100 km à l'heure. J'arrête. Ok. Je sais pas si c'est un succès ou un échec, mais c'est une période riche en événements et nous avons fait des progrès, même s'ils ont été brefs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on conduira cet engin. Peace out. You look great. Meilleure photo. Mais maintenant tu peux rien voir. Like a drug that